Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et canal satellite sur les réseaux Free, Orange, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici les titres. Une fois de plus, le transport public est fortement perturbé sur l'île. La guerre menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran depuis le 28 février dernier a des répercussions planétaires. Dans votre avis compte, les Martiniquais iront-ils davantage voter dimanche prochain? Vos réactions dans un instant. Et en fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour. Pensez solution plutôt que problème, coopération plutôt que concurrence. Les nourrissons de 0 à 4 mois ont besoin de beaucoup de sommeil pour soutenir leur croissance et leur développement. Ils dorment entre 15 heures et 17 heures par jour et ont besoin d'une routine de sommeil régulière. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, l'air est moyen. De plus, la Martinique reste placée en vigilance jaune pour vague submersion. Je vous le disais en titre, une fois de plus, le transport public est fortement perturbé sur l'île, estimant insatisfaisante la progression des négociations annuelles obligatoires. Les salariés du sous-traitant Transaglo ont bloqué les accès du centre technique situé à l'étang-abricot qui abrite la plus grande partie des véhicules desservant Schœlcher, Fort-de-France, Saint-Joseph et le Lamentin. La moitié du réseau centre de la Régie des transports martiniquais s'en trouve totalement paralysé. Notons cependant que le réseau des bus à haut niveau de service fonctionne normalement. À Fort-de-France, 2 sportifs ont été attaqués par une meute de chiens alors qu'ils s'entraînaient sur le parcours sportif du quartier d'Ilon. Les autorités locales ont été alertées afin d'identifier les animaux et sécuriser le site fréquenté par de nombreux joggeurs. En Martinique, les résultats du premier tour des élections municipales organisées le dimanche 15 mars semblent indiquer qu'un nouveau paysage politique local commence à se dessiner. Plusieurs équipes sortantes consolident leur position, mais il en va différemment pour d'autres. 14 communes martiniquaises se dirigent en effet vers des seconds tours complexes avec 9 triangulaires et 5 quadrangulaires possibles. À Fort-de-France, le maire sortant, Didier Laguerre, arrive en tête du premier tour des municipales avec 44,25% des suffrages exprimés, mais 4 candidats ayant franchi le seuil des 10%, la capitale pourrait connaître une quadrangulaire au second tour, ce qui pourrait rebattre les cartes de la gouvernance municipale. Au Robert, une surprise avec la percée du candidat Félix Mérine. Au Morne Rouge, la liste conduite par Andrea Mosol est arrivée en tête du premier tour avec 42,97% des voix, devançant la maire sortante, Génie Dulis-Petit. À Ajoupa-Bouillon, commune dirigée pendant 31 ans par Maurice Bonté, qui ne s'est pas représenté, les résultats du premier tour annoncent une triangulaire pour le second tour. Au Gros Morne, les 3 candidats arrivés en tête du premier tour des municipales ont tous franchi la barre des 10% des suffrages exprimés. Le second tour sera donc particulièrement ouvert. Au Prêcheur, cette année, plusieurs membres d'une même famille sont inscrits sur des listes concurrentes. Le second tour du scrutin les départagera donc. À Schœlcher, les listes Schœlcher dynamique et solidaire et citoyen schœlcherois, menés respectivement par Daniel Chaumet et Franck Sainte-Rose-Rosemont, se présenteront au second tour des municipales sous une bannière commune, Unis pour Schœlcher. Et au Robert, Claude Bellune a annoncé ce mardi qu'il ne se présenterait pas au second tour, qui prendra donc la forme d'un duel entre Félix Mérine
et Farel François Augrain. Dans le monde des médias, les rédactions sont confrontées à un déluge d'images mensongères sur la guerre en Iran, souvent générées par IA ou sorties de leur contexte. Elles ont donc renforcé leurs cellules de vérification. En effet, une image non vérifiée peut coûter très cher en crédibilité. Depuis les premières frappes israélo-américaines, des photos spectaculaires de Khamenei sous les décombres, de Tel Aviv en ruine ou de soldats américains défilant à Téhéran ont circulé massivement alors qu'elles étaient entièrement fabriquées par IA. À ces deepfakes s'ajoutent d'innombrables vidéos et photos authentiques mais recyclées, scènes de guerre anciennes ou incendies sans rapport, présentées comme des images toutes fraîches du conflit actuel. Pour couvrir un pays verrouillé comme l'Iran, les médias s'appuient largement sur les contenus amateurs, postés sur X, Telegram ou TikTok, qui sont devenus centraux, mais doivent être systématiquement triés et authentifiés. Les grandes rédactions ont donc renforcé leur service de fact-checking, autrement dit de vérification des faits et des sources. Des équipes spécialisées recoupent chaque vidéo suspecte avant diffusion en utilisant la géolocalisation, les images satellites, les cartes, les archives. Dans plusieurs médias, la règle est désormais stricte. Aucune image n'est diffusée tant qu'elle n'a pas été validée par la cellule de vérification et ni les directeurs ni les rédacteurs en chef ne peuvent passer outre cet avis. Les journalistes insistent sur le fait qu'il n'existe pas aujourd'hui de détecteur automatique d'IA fiable. En cas de doute sérieux sur une vidéo ou une photo, ils préfèrent donc s'abstenir. Enfin, malgré la puissance de ces outils numériques, les rédactions rappellent que la présence de reporters sur le terrain reste irremplaçable. À l'heure des images générées par algorithme, pouvoir certifier que des photos ont été prises par un journaliste identifié à Téhéran, à Riyad ou au Koweït devient un atout décisif pour faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Après avoir baissé hier, les cours du pétrole ont rebondi ce mardi suite à de nouvelles attaques visant des installations énergétiques. Dans la commune d'Ajoupa-Bouillon, les habitants ont célébré ce week-end un événement exceptionnel. Siméone de Lyon, résidente du quartier Croix-Odilon, vient de fêter ses 108 ans. Les représentants du Centre communal d'action sociale lui ont rendu visite pour saluer cette longévité remarquable. Le guide Michelin France a dévoilé ce mardi 16 mars son palmarès 2026 au cours d'une cérémonie organisée à Monaco. 668 tables ont ainsi été récompensées. Si les chefs ultramarins n'y sont pas nombreux, ils y apparaissent cependant. Ainsi, originaire du Diamant, le chef martiniquais Marcel Ravin, installé à Monaco, conserve son étoile pour le restaurant Elsa et ses 2 étoiles pour le restaurant Blue Bay. Sa touche personnelle consiste notamment à marier les saveurs de produits méditerranéens à celles qui, au cours de son enfance martiniquaise, ont sans doute fait naître sa vocation. Le Faux-Yalais d'origine, Louis-Philippe Vigilant, qui dirige les cuisines du restaurant La Côte d'Or au sein du relais Bernard Loiseau à Saulieu, conserve également ses 2 étoiles Michelin. Le Guadeloupéen Anthony Denon décroche, lui, sa première étoile pour son propre restaurant Chanaël, ouvert récemment à Toulon, où il propose une cuisine gastronomique contemporaine concoctée avec des produits méditerranéens de saison. Mais il a déjà dirigé des tables étoilées à Paris et à Chantilly et travaillé aux côtés de chefs prestigieux comme Alain Ducasse et Jean-François Piège. Enfin, une chef réunionnaise, Kelly Rangama, fait aussi partie du palmarès depuis 2020 avec une étoile pour son restaurant Le Faham à Paris. Elle a été formée dans plusieurs grandes maisons parisiennes et s'est fait connaître du grand public grâce à sa participation à l'émission Top Chef. Des récompenses pour des chefs ultramarins donc, mais pour des restaurants exclusivement hexagonaux. Le procès d'Alan de Montaigne s'est achevé hier devant la cour d'assises, mettant un terme à plusieurs jours de débats consacrés au meurtre de Giovanni Rémy à Récole.
commis dans la nuit du 25... je reprends. Le procès d'Alan de Montaigne s'est achevé hier devant la cour d'assises, mettant un terme à plusieurs jours de débats consacrés au meurtre de Giovanni Rémy Arécole, commis dans la nuit du 25 février 2022 au hall des sports du Lamentin. L'accusé, reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. La guerre menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran depuis le 28 février dernier a des répercussions planétaires. Civils et infrastructures ont été frappés du Liban aux Émirats arabes unis en passant par l'Arabie saoudite et l'Irak. Le conflit s'est rapidement étendu à l'ensemble du Moyen-Orient et avec le détroit d'Ormuz pratiquement fermé, les prix du pétrole se sont envolés, menaçant de provoquer un chaos économique mondial. Le coût humain ne cesse d'augmenter et les principes juridiques internationaux censés limiter l'usage de la force ne sont en rien respectés. Rappelons que le slogan America First, axe des campagnes électorales de Donald Trump, tant en 2016 qu'en 2024, est une expression qui a été utilisée aux USA au XIXe siècle par des mouvements nativistes, puis après la Première Guerre mondiale par le Ku Klux Klan et d'autres organisations d'extrême droite. Trump l'a remis au goût du jour avec la promesse d'en terminer avec les coûteuses guerres sans fin, comme au Vietnam ou en Afghanistan, ou celles qui ont déstabilisé le Moyen-Orient, comme l'intervention en Irak. Toutes présentées d'ailleurs, tant par les gouvernements démocrates que républicains, comme des croisades destinées à défendre la démocratie ou menées pour des raisons humanitaires et pour que l'ordre mondial demeure multilatéral. Et toutes ayant produit peu de résultats. L'America First de Donald Trump apparaissait ainsi comme une correction stratégique. Abandon de l'interventionnisme libéral, rejet des croisades idéologiques et retour à la prudence dans l'art de gouverner états-unien. Ce discours a trouvé un écho auprès de l'opinion publique. Pourtant, aujourd'hui, America First doit être interprété d'une autre façon. Trump met en œuvre une stratégie que Barack Obama a qualifiée de leadership par l'arrière. S'appuyer sur la supériorité militaire des États-Unis et sur l'imposition de sanctions, certes, mais aussi sur des systèmes d'alliances. Pour maintenir leur position dominante, les USA n'hésitent pas, en effet, à mobiliser leurs partenaires régionaux. Ils laissent l'Europe supporter la plus grande part du fardeau économique dans le conflit ukrainien, tout en négociant avec Zelensky la possibilité pour les USA d'exploiter les richesses ukrainiennes après la guerre. Et au Moyen-Orient, c'est avec Israël qu'ils s'associent, élaborant des plans qui promettent de juteuses retombées économiques. Cette sorte de leadership par l'arrière réduit le risque de réactions négatives au niveau intérieur que pourraient provoquer des engagements directs coûteux. Par contre, aux Amériques, qu'il considère comme son fief, le pouvoir états-unien intervient directement, détruisant des navires, organisant un raid au Venezuela et capturant son président, asphyxiant Cuba ou menaçant le Canada et le Panama. Ce à quoi s'ajoute la volonté clairement exprimée d'annexer le Groenland. Mais quelle que soit la méthode utilisée, Washington garde le contrôle et entend engranger les bénéfices ultimes qui ne manqueront pas d'enrichir encore les milliardaires du pays dont les entreprises œuvrent dans les secteurs miniers, de l'énergie, de la construction d'infrastructures et de bâtiments ou autres. On le voit, America First ne signifie pas que les États-Unis s'occupent avant tout de leurs propres affaires intérieures, mais qu'ils affirment leur primauté sans le vernis d'une certaine retenue. La Mayenne est le seul département de France où il n'y aura pas de second tour au municipal. 100% des communes ont en effet désigné leurs nouvelles équipes dès le premier scrutin. Il faut dire que dans 199 de ces 255 communes, il n'y avait qu'une unique liste et dans 38 autres, les électeurs n'avaient le choix qu'entre
de liste. Dans le cadre de la Journée mondiale du recyclage, Assise Insertion Environnement lance les premières rencontres du réemploi en Martinique. C'est demain, mercredi 18 mars. Assise Insertion Environnement, un acteur de référence dans le traitement et la valorisation des déchets textiles sur le territoire, propose un programme riche mêlant réflexion stratégique et pratiques créatives. Ce sera de 9h à 15h, demain mercredi 18 mars, au Pré, point de réparation éco-citoyen, au 6 boulevard de Pointe-Simon, derrière Fitness Park, à Fort-de-France. L'occasion de mieux connaître l'économie circulaire locale à travers 3 conférences inédites. Seront ainsi évoqués l'impact de l'obsolescence sur le budget des ménages martiniquais, mais aussi le rôle de levier écologique et de moteur d'emploi joué par l'économie circulaire en Martinique. Des informations concrètes seront en outre délivrées pour qu'on sache réellement ce que signifie le mot recyclage, et parce que le réemploi est avant tout une affaire de savoir-faire, 2 ateliers d'upcycling vous apprendront à transformer un t-shirt en sac et à créer un porte-clés avec du tissu recyclé. Enfin, une visite commentée permettra de découvrir les coulisses d'une ressourcerie. Cette nuit, dans une frappe sur l'Iran, l'armée israélienne a éliminé 2 des plus hauts dirigeants du pays, Ali Larijani, architecte de la sécurité iranienne, et le général Gholam Reza Soleimani, commandant des milices de volontaires islamistes chargés notamment du maintien de l'ordre en Iran. Les Philippines passent à la semaine de 4 jours pour tenter d'amortir le choc économique provoqué par la flambée des prix du pétrole lié à la guerre en Iran. Cette décision illustre la vulnérabilité d'un pays très dépendant de ses importations d'hydrocarbures. Le président Ferdinand Marcos a annoncé que les services gouvernementaux fonctionneront désormais sur 4 jours de travail hebdomadaire. L'objectif est clair, réduire les déplacements et la consommation de carburant de l'administration, alors que l'archipel subit les répercussions d'un conflit qu'il n'a pas choisi selon ses mots. Il a rappelé qu'il était impossible de prévoir la fin de cette guerre qui oppose l'Iran à Israël et aux États-Unis. Cette mesure s'accompagne d'autres consignes d'austérité énergétique. Tous les organismes publics doivent diminuer de 10 à 20% leur consommation de carburant et d'électricité et renoncer aux voyages d'études ou aux réunions physiques qui peuvent être organisées en ligne. Le président a mis en garde contre les augmentations attendues à la pompe si la fermeture effective du détroit d'Ormuz se confirme, avec des augmentations spectaculaires annoncées pour l'essence, le gazole et le kérosène. La fragilité des Philippines tient à leur forte dépendance au pétrole du Moyen-Orient, qui alimente encore une partie des centrales de production d'électricité, mais la guerre menace aussi directement la sécurité et l'emploi de plus de 2 millions de Philippins travaillant dans la région, autre canal potentiel de choc économique pour le pays. Ferdinand Marcos demande en parallèle au Parlement de lui donner la possibilité de réduire les taxes d'assises sur les produits pétroliers si le baril dépasse $80, afin d'alléger la facture pour les ménages et les entreprises. Il souhaite également modifier la loi sur les biocarburants pour favoriser l'usage de bioéthanol moins cher à mélanger avec les carburants fossiles. Les services de première ligne, comme la police ou les pompiers, resteront toutefois sur une organisation classique et ne seront pas concernés par la semaine de 4 jours. Et vous avez sans plus attendre la parole. C'est l'heure de votre avis compte. Les Martiniquais iront-ils davantage voter dimanche prochain? Nous vous écoutons. Les Martiniquais iront-ils davantage voter dimanche prochain?
Alors, en principe, beaucoup de Martiniquais, ils ont attendre le deuxième tour là pour voter. Parce que ils ont regardé qui ça a fait, qui ça a annoncé pour prononcer qu'on y a vraiment. Donc, il y a déjà cette raison, et puis, il y a certainement d'autres raisons, hein. Mais en général, au deuxième tour, c'est un peu, si je peux comparer au sport, je dirais que c'est la finale. Donc c'est toujours plus intéressant. Et puis, je vous cache pas que moi, j'ai attendu, je devais voter, mais j'ai eu des trucs à faire. Je me suis dit, bon, je vais voter au deuxième tour. Voilà. Ils ont de bonnes raisons de s'investir dans le vote municipal cette année. Alors pour ceux qui ne se sont pas investis ou engagés au premier tour, c'est-à-dire dimanche qui vient de se passer là, ils ont tout intérêt à tout niveau de venir se présenter effectivement au deuxième tour. Parce que c'est très essentiel effectivement pour ce devoir civique que chacun se doit d'honorer. Ça dépend, je pense que ça dépend des communes. Peut-être que dans Fort-de-France, peut-être qu'on peut voir un sursaut de la population. Mais sinon, voilà. Oh, ça m'étonnerait, donc on verra bien. Les Martiniquais vont-ils davantage voter dimanche prochain? Il faudrait, et puis je dirais que ça dépend des communes, ça dépend des enjeux qu'il y a dans certaines communes. Je pense que oui. Parce que c'était un petit peu serré. Il lui manquait pas au maire de Monsieur Laguerre grand-chose. Non, et je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde et puis voilà. À mon avis, non. Non. Hein? Parce qu'il y a un désintérêt de la politique, voilà. Je ne sais rien dans ça. Alors, je ne peux pas vous dire, sincèrement. C'est pas un truc qui t'intéresse? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que j'aime pas ça, c'est tout. Je pense que oui, puisque bon, ils attendent justement le premier tour pour pouvoir savoir où se situer pour le secours, voilà. Ouais. Je pense que oui, ouais. Oh, j'ai envie de dire oui, mais j'ai un doute quand même. Hein. Pourquoi? Parce que les gens sont dégoûtés par le vote, c'est ça le problème. Et puis c'est toujours les mêmes qui sont élus à chaque fois. Il n'y a rien qui bouge. C'est ça. Disons que j'ai eu l'occasion de discuter avec mes amis. Ben, apparemment, ils ne vont pas au deuxième tour. Hein. Moi, je leur dis qu'il faut y aller. Hein. Donc, je sais pas, on verra. Hein. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Et retrouvons sans plus attendre le savoir et réfléchir de Roland Laouché. À plusieurs reprises, nous vous avons signalé qu'il se déroule une véritable guerre entre l'État et les narcotrafiquants. Guerre, c'est également le mot prononcé par le procureur général de Fort-de-France au cours d'une réunion à laquelle ont participé une vingtaine de magistrats et de chefs des forces de sécurité de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane. Tous se sont réjouis du fait que une augmentation significative du personnel judiciaire et policier va intervenir. 8 juges d'instruction et 105 gendarmes en plus. En réalité, c'est le genre de mesure que l'on prend lorsque l'on est en paix. Lorsque l'on fait la guerre, c'est tout autre chose. Et la première chose que l'on fait, c'est de protéger ses frontières. C'est évident. Et ce n'est évidemment pas le travail des juges d'instruction, voire même des gendarmes tels qu'ils sont mobilisés actuellement. L'histoire pullule d'exemples où les États n'ont pas su faire face aux dangers qui les menaçaient. D'exemples où ils n'ont pas pu véritablement identifier ce danger. La France de 1936 a-t-elle vu venir Adolf Hitler? Il n'est pas impossible que nous soyons aujourd'hui dans ce cas de figure, et ce, malgré de multiples mises en garde, de protéger nos frontières, de neutraliser les 40 points de nos côtes par lesquels peuvent arriver
des armes et de la drogue en provenance des îles voisines. La guerre en Ukraine a eu le mérite de révéler au monde entier l'intérêt et l'importance des drones, leur efficacité. C'est incontestablement l'outil idéal pour protéger nos frontières, mieux encore que les radars. Les militaires, ceux dont le métier est de faire la guerre, nous les avons en Martinique. Ils sont enfermés dans des casernes et ne demandent sans doute qu'à passer à l'action. On peut donc imaginer qu'en plus de leurs armes traditionnelles, munis de drones en quantité suffisante, ils protègent nos frontières. L'ennemi étant sans doute la drogue, mais beaucoup plus encore les armes qui circulent dans notre pays. La deuxième évidence, c'est qu'en période de guerre, les sanctions sont beaucoup plus lourdes qu'en temps normal. Ainsi, un homme armé, qu'il ait utilisé son arme ou non, devrait être désormais très sévèrement puni. Tout cela répondant à l'urgence, répondant au court terme. À long terme, c'est tout le système éducationnel de la France qu'il faut reconsidérer. En particulier, nous l'avons déjà dit, que l'éducation nationale assume effectivement une mission d'éducation aux côtés des parents, voire même dans certains cas, à la place des parents. Il conviendrait bien sûr d'adapter l'école à cette nouvelle mission. Et après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, dans la rubrique santé, il est question ce soir de cure thermale. Il n'existe pas de réponse unique au surpoids. Choisir un séjour qui convient à son profil est déjà un pas vers le mieux-être. En thermalisme, les jeunes et les moins jeunes, avec ou sans complications métaboliques, ont tout intérêt à faire une cure de 18 jours pour ne pas laisser s'installer une obésité, a fortiori s'il y a un facteur génétique. En thalasso, les cures d'une durée plus courte sont d'excellents starters pour améliorer son hygiène de vie ou se muscler en mode body positive. Les eaux thermales des centres spécialisés dans la perte de poids possèdent toutes des spécificités étonnantes. Elles accompagnent le séjour dans des cures de boissons, des hydrothérapies et des activités en piscine. Certains établissements ont d'autres particularités intéressantes, comme les eaux hypotensives pour soigner l'hypertension associées à la surcharge pondérale. Les adultes souffrant de rhumatisme lié à l'obésité, eux, peuvent opter pour une double orientation rhumatologique, maladie métabolique. Côté thalasso, les soins à l'eau de mer et aux algues n'ont pas leur pareil pour dégommer les rondeurs et détoxifier le corps. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Jazz, Sarah Verne, Hugues Blanzy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite, sur les réseaux Free, Orange, SFR et Bouygues en France. Retrouvez votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Prenez soin de vous. À demain. Et que Dieu garde la Martinique.